Nous avons conclu la réunion ministérielle du groupe des 20 qui s'est tenue à Johannesburg. Je tiens à remercier, par l'intermédiaire des médias, nos amis sud-africains pour l'excellente organisation des discussions, tant sur le fond que sur la gestion des nombreux aspects protocolaires et logistiques. Le thème principal des échanges entre les ministres des Affaires étrangères a été l'importance de renforcer la voix des pays en développement dans la prise de décision mondiale. Une discussion approfondie a eu lieu et des progrès ont été réalisés dans ce domaine. Depuis l'année dernière, l'Union africaine est devenue un membre à part entière du G20. La Ligue arabe et la CELAC sont également intéressées par l'obtention d'un statut similaire. Nous saluons cette volonté. Nous estimons qu'à un certain stade, l'Union économique eurasienne, UE, pourrait également prétendre à un tel statut. En effet, toutes ces organisations démontrent une dynamique positive en termes de contribution au développement des relations économiques internationales. Nous avons présenté notre vision des problèmes internationaux et des moyens de les résoudre à une époque où les réalités multipolaires commencent à être reconnues par beaucoup. Pour nous et pour les pays des BRICS, il est évident que la multipolarité est en marche. Les statistiques le confirment. Les pays des BRICS ont dépassé ceux du G7 en termes de produit intérieur brut, PIB, cumulé. Les BRICS représentent 37% du PIB mondial, contre 29% pour le G7. Cela soulève encore plus vivement la question de la nécessité de réformer les institutions économiques mondiales afin qu'elles reflètent le poids réel des pays du Sud global, de la majorité mondiale, dans l'économie mondiale, et de l'établissement de relations économiques non discriminatoires. Nous en avons discuté activement. La Russie est prête à contribuer pleinement à la poursuite des progrès dans ce domaine. Il reste cependant de nombreux problèmes à résoudre. La majorité des participants à la réunion de Johannesburg ont constaté que les objectifs de développement durable, ODD, approuvés par l'ONU pour 2030 ont très peu de chances d'être atteints. Seuls 17% de ces objectifs ont une chance d'être réalisés. Parallèlement, les inégalités dans le monde augmentent, tout comme d'autres problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. Nous saluons les mesures qui pourraient être prises, telles que le transfert accru de technologies, le financement préférentiel supplémentaire pour les pays en développement et l'augmentation de l'aide alimentaire. Ces mesures sont nécessaires, mais elles ne suffiront pas à changer radicalement la situation. L'économie mondiale se caractérise par une croissance disproportionnée des dépenses de défense et militaires. Selon les estimations des experts occidentaux, elle s'élève à 2,4 billions de dollars par an. Un exemple flagrant est le régime de V.A. Zelensky, qui absorbe, ou du moins a absorbé, des centaines de milliards de dollars d'aide militaire, des fonds qui auraient pu être consacrés à des programmes vitaux de développement à travers le monde, en particulier en Afrique. Le FMI et la Banque mondiale battent des records en soutenant le régime de V.A. Zelensky, en accordant des prêts et des crédits bien supérieurs aux fonds alloués aux pays africains et autres pays en développement. Nous avons noté que la stabilité mondiale est menacée. Cela a un impact extrêmement négatif sur l'économie mondiale. Nous avons appelé nos collègues occidentaux à respecter les normes universellement reconnues du droit international. Nous avons souligné l'importance de restaurer le rôle de l'ONU en tant que lieu de coordination des actions des États et d'élaboration d'un équilibre équitable des intérêts. Nous avons également noté le rôle stabilisateur des structures multilatérales fonctionnant sur la base du consensus des participants dans les relations économiques internationales. Parmi elles figure l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, l'UEE, l'Union africaine, la Ligue arabe et la CELAC que j'ai mentionnées. Tout cela crée des opportunités supplémentaires pour résoudre les problèmes au niveau régional. Au niveau mondial, le rôle joué par les BRICS attire sans aucun doute l'attention de tous. Nous avons informé en détail nos collègues des résultats du sommet des BRICS de l'année dernière à Kazan, où un certain nombre d'idées prometteuses ont été formulées dans le cadre du mandat du G20. Des accords sur le lancement de mécanismes de paiement et de règlement des BRICS, d'une plateforme d'investissement et d'une bourse céréalière. Si nous parlons des structures qui jouent un rôle dans les relations économiques internationales, le G20 dans son ensemble conserve son rôle de plateforme de dialogue entre les anciens et les nouveaux centres de pouvoir. Nous nous sommes prononcés en faveur du maintien du profil économique de ce groupe, comme prévu et convenu au moment de sa création en 2008, sans politisation de l'agenda du G20, comme nos collègues occidentaux tentent de le faire ces dernières années, en cherchant à ukrainiser l'agenda. Ces tentatives ont toujours été infructueuses.
Elles épuisent les forces et les nerfs des participants, en particulier des Sherpas. Nous avons attiré l'attention de nos collègues sur une date mémorable, d'autant plus qu'elle est célébrée lors de la présidence africaine du G20, le 65e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Notre pays, alors l'Union soviétique, a joué un rôle clé dans l'adoption de ce document historique. Malgré les succès des pays du Sud global, libérés du joug de l'exploitation, le problème n'est pas entièrement résolu. Il reste 17 territoires non autonomes dans le monde. La dépendance coloniale a largement cédé la place au néocolonialisme. Les anciennes métropoles et les multinationales occidentales ont monopolisé les marchés et les chaînes d'approvisionnement, utilisant leurs avantages pour extraire les ressources naturelles et les matières premières des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Elles ajoutent ensuite de la valeur à leurs propres usines, tirant un profit maximal de l'ensemble du processus. Cela est anormal au XXIe siècle. Nous soutenons nos partenaires des pays de la majorité mondiale, qui s'élèvent de plus en plus fortement et avec insistance contre les pratiques néocoloniales. L'Afrique du Sud, qui préside le G20 cette année, clôt une série de présidences des BRIC, commencée en 2022 avec l'Indonésie à la tête du G20. En 2023, ce fut l'Inde, et en 2024, le Brésil. Cette succession de présidences des BRIC à la tête du G20 a eu un résultat positif, permettant de renforcer la position du Sud global dans notre forum. Tout cela contribue à l'établissement d'un ordre mondial multipolaire plus juste, fondé sur l'égalité souveraine des États, comme le prévoit la Charte des Nations Unies, et sur tous les autres principes de la Charte dans leur intégralité et leur interconnexion. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats de la réunion. Les divergences n'ont pas disparu, mais le dialogue se poursuit. C'est toujours utile. Je pense qu'à Johannesburg, nous avons réussi à donner une impulsion positive à la coopération future au sein du G20 et à attirer l'attention sur les problèmes urgents, en particulier ceux du continent africain, ainsi que des autres pays du Sud global. C'est une contribution utile aux préparatifs du sommet du G20 qui se tiendra à Johannesburg en novembre 2025. Question. Vous avez mentionné que le G20 est avant tout une organisation économique. Pourtant, les représentants de l'Afrique du Sud, en inaugurant leur année de présidence, ont fixé parmi leurs objectifs, en plus des défis économiques, celui d'obtenir un consensus sur la crise ukrainienne au sein du G20. Quelle est votre perception de cette initiative? Un tel consensus est-il possible étant donné la composition des participants? Je n'ai pas connaissance que les Sud-Africains se soient fixés un tel objectif. J'ai suivi avec attention la manière dont ils ont assumé leur présidence et le travail de nos représentants. Une telle mission ne faisait pas partie de leur programme. Hier, j'ai été reçu par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Aujourd'hui, j'ai eu un long entretien avec le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Ronald Lamola. Ils ont confirmé qu'ils soutiennent pleinement la nécessité de rester fidèles au mandat initialement convenu du G20, les questions commerciales, financières, économiques, logistiques et de transport. Je n'ai donc pas décelé de volonté en ce sens, et mes collègues chargés de la préparation de la réunion ministérielle n'ont pas observé une telle tendance. Question. Comme on le sait, les États-Unis ont ignoré à un haut niveau la réunion ministérielle à Johannesburg. De plus, les sommets et réunions précédents ont été ouvertement torpillés par l'Occident dans une tentative d'imposer l'agenda ukrainien. Comment peut-on neutraliser une influence aussi destructrice de l'Union européenne? Le G20 a-t-il un avenir? Sergei Lavrov, vous avez dit que les réunions précédentes ont été torpillées par l'Occident en essayant de les ukrainiser. Je dirais que cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. Ce sont plutôt les autres participants du G20 qui ont contrecarré les tentatives occidentales d'imposer l'agenda ukrainien. Si vous regardez les documents finaux, après que tous les membres du G20 ont accepté par compromis d'inclure un court texte sur les problèmes géopolitiques, vous ne trouverez rien qui puisse être rejeté par la Russie. Il y est question de nombreuses problématiques, notamment la question palestinienne et la situation dans la bande de Gaza, qui ont été particulièrement soulignées lors du sommet de 2024. Cependant, il a fallu beaucoup de temps à nos experts pour rédiger ces courts passages. Or, ces ajouts n'ont aucun impact sur les problèmes de la Palestine, de l'Ukraine ou de l'Afrique, où de nouveaux conflits éclatent.
car ces crises relèvent de formats de discussion distincts. D'un autre côté, je note un aspect positif. Ces mentions dans les déclarations des leaders du G20 n'ont en rien affecté le fond des discussions économiques qui restent orientées vers la formation d'un monde multipolaire et les accords établis dans ces documents. Question. La minorité mondiale agressive devient chaque jour plus petite, mais pas moins agressive pour autant. Les déclarations d'Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Kaja Kallas deviennent de plus en plus rhétoriques. Selon vous, que cherchent-ils à accomplir? Quel avenir les attend probablement? Sergueï Lavrov. Moi-même, je trouve cela surprenant. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a pris la parole au G20 avec le même ensemble d'accusations et de plans visant à empêcher la Russie d'occuper sa place légitime dans le monde. Il y a là un élément tragicomique. J'ai noté sa déclaration à propos de la réunion russo-américaine à Riyad le 18 février de cette année. Elle a affirmé que l'image télévisée montrant le ministre russe des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain, ainsi que leur conseiller en sécurité nationale, donnait l'impression au monde entier que la Russie était la gagnante. Ce mode de pensée n'a jamais disparu. Depuis longtemps, et notamment après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Europe a fonctionné selon une logique avec nous ou contre nous. Après le premier coup d'État en Ukraine en 2004, nous pensions que ce n'était pas un phénomène systémique de la politique occidentale, mais les problèmes se sont aggravés. Sous pression américaine, la Cour constitutionnelle ukrainienne n'a pas reconnu la victoire de Viktor Yanukovych au second tour et a imposé un troisième tour inconstitutionnel, manipulé jusqu'à la victoire de Viktor Yushchenko. Avant ce troisième tour, le ministre belge des Affaires étrangères, Karel de Gucht, avait publiquement appelé les électeurs ukrainiens à faire le bon choix, avec la Russie ou avec l'Europe. Cette posture conflictuelle n'a jamais disparu. Elle traduit la volonté d'empêcher tout pays d'échapper à la tutelle occidentale. Concernant ceux qui cherchent à maintenir l'unité de l'Occident, je ne peux pas ne pas mentionner le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il agit comme s'il était le président d'une grande puissance, alors qu'il n'est qu'un fonctionnaire censé représenter le consensus de ses membres. Il parcourt le monde, les capitales de l'OTAN, et exige qu'aucun accord de paix ne permette à la Russie d'en tirer un quelconque bénéfice. Nos informations indiquent qu'il exhorte Volodymyr Zelensky à ne faire aucune concession avant des négociations et à refuser tout compromis territorial. C'est une dérive. Il outrepasse largement ses fonctions. Tous les pays de l'OTAN ne partagent pas cette posture extrême. Beaucoup refusent de continuer à financer l'armement de l'Ukraine. La vérité finira par prévaloir. Question. Comment vos collègues du G20 issus de pays amis ont-ils perçu la reprise du dialogue russo-américain? Comment cela peut-il influencer la formation du monde multipolaire auquel aspirent les pays du majorité mondiale? Sergueï Lavrov, tout le monde a salué notre rencontre. Ils comprennent que ce n'est pas la fin de l'ère de confrontation entre la Russie et l'Occident. Mais le fait même que le dialogue est repris est perçu comme un retour à une certaine normalité, et cela est reconnu et accueilli favorablement par absolument tout le monde. La réaction des personnages tragico-comiques à Bruxelles et à la tête de l'OTAN à la réunion de Riyad est très révélatrice. Le simple fait que les représentants de deux grandes puissances se soient assis et discuté, exposant chacun sa position, est perçu comme une trahison des intérêts occidentaux. Ce sont des gens déséquilibrés. Dans l'ensemble, tous nos interlocuteurs des pays du majorité mondiale partagent cette perception. Peut-être que tout le monde ne nous le dit pas directement, mais c'est ainsi que cela se ressent. Question. Un projet de résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, préparé pour le 24 février par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, les pays baltes et plusieurs autres États européens, exige de Moscou un retrait immédiat et inconditionnel de ses troupes d'Ukraine. Cependant, pour la première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale, les États-Unis ne figurent pas parmi les co-auteurs de cette résolution. Pensez-vous que cela indique un changement dans les relations entre la Russie et les États-Unis et le début d'un dégel? Sergueï Lavrov. Cela témoigne du pragmatisme qui caractérise la politique de l'administration de Donald Trump. Lors de ses rencontres avec plusieurs dirigeants, certainement avec le Premier ministre indien Narendra Modi et probablement avec d'autres représentants de la majorité mondiale, il insiste sur le fait que son principal mot d'ordre est le bon sens. C'est uniquement sous cet angle que je vois un changement dans la liste des co-auteurs de cette énième résolution inutile et sans issue que vous avez mentionnée.
Question. Quels sont les sujets que le ministère russe des Affaires étrangères prépare en vue d'une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Quand pourrait-elle avoir lieu? Sergueï Lavrov, quand elle aura lieu, vous le saurez. Quel sujet préparons-nous? La confidentialité est une partie intégrante de toute négociation diplomatique. Nous vous tiendrons informés en temps voulu. Mais c'est avant tout le service de presse du Kremlin qui communiquera les informations. Question. Le secrétaire américain au Trésor, Steve Besant, a évoqué la possibilité d'un assouplissement des sanctions contre la Russie dans le cadre des négociations sur la crise ukrainienne. Quelle est la position de Moscou à ce sujet? Peut-on parvenir à un règlement du conflit ukrainien sans une solution globale sur les sanctions qui prennent en compte les intérêts russes? Sergueï Lavrov, nous ne soulevons pas cette question. Nous partons du principe que ces sanctions constituent une violation flagrante de tous les principes que l'Occident lui-même avait établis pour l'économie mondiale. La concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété, la présomption d'innocence et les mécanismes du marché libre. Tout cela a été anéanti. Il faut également mentionner le vol pur et simple des actifs russes. C'est une honte. Non seulement ils ont été volés, mais en plus, ils utilisent les intérêts générés pour financer la guerre contre notre pays par le biais des Ukrainiens. Récemment, des informations ont circulé selon lesquelles plusieurs entreprises occidentales souhaiteraient revenir et reprendre leurs activités en Russie. Je pense que notre bloc économique a réagi de manière appropriée. L'essence de cette réaction est que, malgré cette guerre hybride et ces sanctions illégales, nous avons réussi à donner un puissant élan au développement de nos propres industries. Là où nous étions encore récemment fortement dépendants des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon, etc. Cette nouvelle réalité nous a permis de comprendre l'importance de développer nos propres technologies qui, dans certains cas, surpassent déjà les équivalents occidentaux. Il faut appliquer la même logique lorsqu'il s'agit du retour des entreprises occidentales en Russie. Il ne s'agit pas de les repousser, mais elles ne devraient être autorisées qu'à investir dans des secteurs qui ne représentent pas de risque pour notre économie, au cas où l'Occident déciderait à nouveau de nous sanctionner pour une raison quelconque. Il en va de même pour les sanctions. Elles nous ont certes forcés, mais elles nous ont aussi appris et encouragés à entreprendre des réformes majeures et une profonde restructuration de notre économie en faveur d'un développement souverain, indépendant des caprices de ceux qui se considèrent encore comme les maîtres du monde, y compris dans l'économie mondiale. Pour conclure, je reviens sur ce que j'ai dit au début. La multipolarité est en train de l'emporter. La croissance rapide de nouveaux pôles de puissance économique, politique et financier démontre que ce processus est irréversible. Dans ce contexte, le G20 conserve son importance, notamment pour faire comprendre aux participants occidentaux l'inéluctabilité de ce changement et les inciter à s'y adapter. Nous ne disons pas que la multipolarité exclut l'Occident. L'Occident fait aussi partie de notre planète, de l'économie mondiale et de la vie internationale. Et le G20 est un bon cadre pour échanger des points de vue, mener des explications et, d'une certaine manière, éduquer nos collègues occidentaux. разъяснительной работы для образования наших западных коллег. Спасибо большое.